Allora, il prossimo intervento è di Cecilia Claes dell'Università di Marsiglia ed è un intervento anche questo legato, diciamo, ai focus group, quindi alla valutazione qualitativa della percezione del rischio. Darei, se Cecilia è pronta, le darei la parola. Bonjour à tous, je suis prête, je fais mon partage d'écran. Partager l'écran. Voilà. Bonjour à tous, alors je suis vraiment désolée de ne pas être capable de parler, de comprendre l'italien. Et je suis une traîtresse vis-à-vis de mes ancêtres italiens qui m'ont donné ce joli prénom. Donc aujourd'hui, je vous présente un travail qui est beaucoup moins abouti que ce qu'on a pu entendre en début d'après-midi. C'est un travail que je mène en collaboration avec une géographe, Aurélie Arnaud, un bureau d'études, Amandine Crévolin, avec un partenariat fort avec le BRGM et Nathalie Marceau qui est présente. Et ce travail n'aurait pas pu avoir lieu sans un partenariat important avec un master qui s'appelle Gestion durable des territoires de montagne, qui est un enseignement du pôle universitaire de Gap. Et vous avez là en bas à droite le nom des étudiants qui ont plus particulièrement travaillé avec nous sur ce dossier. Alors, donc, voilà. Donc du coup, les objectifs et le cadre d'analyse de notre petite contribution à ce gros projet européen, comme vous, comme tout le monde, c'est de saisir les connaissances concernant les risques naturels en montagne et de considérer qu'on ne peut pas faire de propositions de stratégie d'information et de communication sans en amont être au clair sur les connaissances qu'ont ou que n'ont pas les acteurs du territoire. Donc ça, c'est un point commun à tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Et je crois que notre cadre d'analyse est vraiment partagé avec tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. C'est qu'il ne s'agit surtout pas de postuler l'ignorance des habitants, des acteurs, mais au contraire de saisir leur expérience, leur savoir, leur savoir-faire, et de partir donc de ces savoirs pour améliorer les dispositifs de communicationnels. Alors, je voudrais aussi ajouter sur ce point qu'il ne s'agit pas non plus de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de considérer les populations comme ignorantes ou au contraire de totalement idéaliser leur savoir. Et on l'a vu depuis ce matin, que parfois les populations ont des savoirs erronés, orientés, mais ils ont aussi souvent de bonnes connaissances sur certains événements et certains risques. Donc, nous avons fait le choix pour notre part d'approche en fait plutôt microscalaire en nous centrant sur deux petits terrains d'études qui sont dans les Hautes-Alpes, qui est un département du sud des Alpes françaises. Et comme nous travaillons en partenariat avec le BRGM, donc nous avons fait le choix de nous centrer sur les mouvements de terrain. Donc deux terrains d'études, un terrain d'études qui est urbain, qui concerne la commune d'Embrun, que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure, et notamment un quartier dans cette commune qui fait l'objet depuis quelques années de glissements de terrain qui ont même dû amener à la destruction de bâtiments. Vous voyez là sur la photo en haut à droite, le tas de gravier qui est devant vous, en fait, il y avait il y a quelques années un immeuble qui était dressé ici et qui a été démoli. L'autre étude de terrain, c'est en fait un linéaire routier qui relie la ville de Guillestre et le village d'Abriès et qui en fait est particulièrement exposé à des mouvements de terrain, en particulier dans deux zones. Une zone qui est assez spectaculaire, qui sont les gorges du Guil, et une autre zone
qu'on appelle le pas de l'ours, où en fait une partie de la montagne a dévalé sur la route. Et il y a actuellement des travaux en cours pour construire un bout de route de l'autre côté du torrent. Alors, quels sont nos choix méthodologiques et comment nous avons joué de malchance en termes de calendrier, mais que on s'adapte et on essaye d'être créatif. Donc, du coup, la première phase est une phase en fait de prise en compte des contextes locaux et de recueil des matériaux préparatoires qui nous amèneront ensuite à la réalisation de focus group. Donc, bien évidemment, des recherches documentaires, mais aussi des réalisations d'entretiens, des entretiens semi-directifs auprès d'acteurs institutionnels, d'habitants, d'usagers. L'originalité de ces entretiens est d'avoir recours à des stimulus cartographiques, c'est-à-dire qu'on fait réagir les interviewés sur des cartes qu'on leur montre, mais aussi on demande aux interviewés de renseigner ces cartes. Alors, ce sont de petits échantillons. À Embrun, nous avons 15 interviews enregistrées, formalisées, et dans le Guillès 3 Kera, 10 interviews. En sachant que l'enquête qui a été réalisée dans le Guillès 3 Kera a eu lieu pendant le premier confinement au printemps dernier, et que donc, contrairement à Embrun, les entretiens ont été réalisés en téléphonique ou en visio, et non pas en présentiel et face à face comme ça avait été possible à Embrun. Donc, nous avons réalisé ces entretiens avec l'aide précieuse des étudiants. Puis, la seconde phase devait être une phase d'identification et d'invitation des participants au focus group. Alors, nous avons rencontré deux problèmes. Le premier pour Embrun, je vous en parlerai dans un instant, et le second pour le Guillès 3 Kera, c'est que nous devions faire ce focus group en novembre, décembre, et que nous sommes depuis cette semaine de nouveau confinés en France. Donc, nous avons fait... Abbiamo scelto di comunque fare il focus group malgrado il lockdown, perché bisogna andare avanti, e quindi cerchiamo di mettere a punto qualche strategia per realizzarli a distanza, in remoto. Allora, vi dicevo, vi ho appena detto che abbiamo avuto 2 problemi nei focus group. Il primo a Embrun, non legato al lockdown, perché era l'autunno scorso, all'epoca non c'era ancora il lockdown, ma c'era un altro problema: il rifiuto del comune di Embrun di organizzare un focus group nel comune. E quando vi presenterò i risultati vi proporrò di valutare certi elementi di comprensione che fanno proprio parte della discussione che abbiamo avuto anche stamattina. Per quanto riguarda così lo sviluppo, la realizzazione dei focus group nel secondo villaggio, che era, abbiamo scelto appunto di farle, di continuare, e abbiamo optato, e le vostre testimonianze sono corroboranti in questo senso, abbiamo optato di utilizzare i social network, quindi creare dei gruppi Facebook già esistenti, oppure crearlo un gruppo Facebook proprio per questo motivo, e organizzare anche dibattiti con personaggi che avremmo già identificato attraverso Facebook, e poi realizzare dei piccoli focus group. In ogni caso per arrivare a raccogliere informazioni e le loro testimonianze. L'obiettivo, in particolare per quanto riguarda informazioni ottenute dai focus group, è la condivisione di esperienze vissute, conoscenze, ma desidereremmo anche parlare delle emozioni. E per noi è un modo di valutare il dualismo, cioè il sapere di sapere e l'ignoranza, il non sapere, da un altro lato. Perché la letteratura lo dimostra, abbiamo tutti delle emozioni, anche gli esperti hanno delle emozioni.
e la popolazione può comunque avere delle conoscenze, come gli esperti. Quindi con i focus group vogliamo permettere sia l'emergere e la condivisione dei saperi e anche assumere le emozioni, capirle, esplicitarle, ecco, esplicitare le emozioni sia da parte degli esperti, delle istituzioni, che dalla parte, diciamo, della gente. E ovviamente la quarta fase, non l'abbiamo ancora iniziata davvero, sarà poi l'analisi dei risultati e desidereremmo, così, poter riuscire a utilizzare l'analisi spaziale come strumento di dialogo, ma anche come feedback dei risultati e anche per una pianificazione futura. Quindi la presentazione precedente, il suo argomento è stata davvero, davvero per me molto importante, abbiamo avuto molte cose da imparare e lavoreremo sicuramente insieme. Per cui, ecco, vorrei presentarvi, tra virgolette, un primo livello di risultati. Dico tra virgolette perché i focus group non sono stati ancora organizzati e abbiamo comunque cercato di avviare le interviste nelle due zone. Per quanto riguarda Embrun, no? Vi ho fatto vedere, ecco qua c'è un piccolo segnetto per farvi vedere dove si trova Embrun, vedete? Rispetto alle Alpi francesi e italiane. Embrun è un piccolo villaggio di montagna, vedete la fotografia a destra, piccolo villaggio che si è sviluppato molto negli ultimi decenni, perché è sia un comune volto al turismo, perché si trova vicino ad un lago, ed è anche periurbano, cioè lì ci sono popolazioni residenti che lavorano nella città più grande vicino, che è Gap. Dunque c'è stato un forte sviluppo negli ultimi anni, soprattutto in un quartiere, che però è sottoposto, è soggetto a dei problemi, quindi a delle frane, come testimoniato dalle foto. Vedete il risultato, e qui c'è stata una misura di sicurezza, ma anche il sistema che serve a misurare le cricche è crollato. Questi fenomeni si sono accelerati negli ultimi anni, al punto tale, come vi ho già detto prima, de réaliser des déclarations, ce qu'on appelle en France des arrêtés de péril, de faire évacuer les bâtiments et de détruire certains bâtiments. Alors, vous allez voir, et ça, c'est un des problèmes, finalement, les habitants qui ont fait l'objet d'un arrêté de péril et qui ont dû abandonner leur maison sont paradoxalement pas les plus à risque, parce qu'en fait, quelque part, bien sûr, ils ont perdu leur lieu d'habitation, mais comme ils ont fait l'objet d'un arrêté de péril, ils sont pris en charge juridiquement et économiquement. Le problème est que pour certaines maisons, les dégâts sont actuellement pas assez grands pour qu'il y ait un arrêté de péril. Les assurances privées ne jouent pas un rôle très très clair dans ce dossier. Et en fait, sur cet exemple à Embrun, finalement, la plus grosse vulnérabilité que l'on a pu observer, c'était en fait une vulnérabilité juridique, c'est-à-dire des personnes qui sont quelque part dans les interstices du droit français et du système d'assurance public et privé français, et qui se retrouvent en situation de perdre potentiellement toute la valeur économique de leurs biens sans être aidés juridiquement et économiquement. Et donc, nous avons réalisé ces 15 entretiens auprès d'habitants du quartier le plus exposé. Sur la carte en bas à gauche, vous voyez les bâtiments qui sont les plus touchés par ces glissements de terrain, c'est-à-dire sur lesquels il y a soit carrément des démolitions, soit des fissures marquées. Donc, comme j'ai un temps d'intervention pas très long pour entrer dans le détail, je propose là de faire un focus sur une des thématiques de l'entretien, qui était la question de la peur
des habitants vis-à-vis de ces glissements de terrain. Alors, nous avons fait une typologie et nous vous proposons 4 principaux types. Alors, le premier type, ce sont des habitants qui, en fait, expriment peu d'inquiétude et cette faible inquiétude est liée, en fait, à leur relatif éloignement vis-à-vis du glissement de terrain. Alors, je dis relatif parce que le glissement de terrain peut évoluer et peut toucher de nouvelles zones, mais pour le moment, ils ne sont pas dans les zones où les glissements de terrain sont visibles et donc se considèrent comme peu inquiètes. Le deuxième type, ce sont des personnes qui sont peu inquiètes, mais non pas parce qu'elles ne sont pas exposées, mais parce qu'elles considèrent qu'elles connaissent bien le phénomène du glissement de leur quartier et qu'il n'y a pas de problème supplémentaire et que ce n'est pas une fissure dans leur maison qui sera la fin du monde et la fin de leur maison. Alors, pour certaines de ces personnes, on peut formuler l'hypothèse qu'elles peuvent être dans des formes de déni et la suite des événements nous le dira ou pas. Troisième typologie, troisième type d'individus, ce sont des personnes qui sont relativement inquiètes, mais qui compensent cette inquiétude par une bonne confiance qu'elles font en la technique ou dans une moindre mesure dans la charge juridique, la prise en charge juridique. Donc là, nous avons des personnes qui font vraiment confiance en fait aux ingénieurs étatiques qui, et j'en reparlerai dans un instant, qui aujourd'hui mettent en place des interventions techniques pour essayer de limiter le glissement de terrain. Et enfin, un quatrième type, des personnes qui sont inquiètes et dont l'inquiétude est amplifiée par leur scepticisme vis-à-vis des solutions techniques ou des prises en charge juridiques. Donc voilà un petit peu actuellement la situation de ces populations. Et en termes de demande d'information, ces populations en fait sont surtout demandeuses d'informations juridiques. Et à ce titre-là, la municipalité a recruté, a engagé un avocat spécialisé sur ce type de problématiques pour accompagner les personnes sinistrées dans leur démarche vis-à-vis de leur assurance privée ou vis-à-vis des déclarations de catastrophes naturelles. Alors, j'en viens à un autre point qui va vous expliquer pourquoi on a eu ce refus de la part de la municipalité de l'organisation du focus group. Vous voyez, les 3 photos en noir et blanc, ce sont des photos historiques. Qui sont en fait des photos du quartier, mais à l'époque, on était en 1920-24 et 1932. À l'époque, le quartier n'était pas urbanisé. Et ce que vous voyez en fait, c'est qu'il y a eu déjà des phénomènes de glissement. Et en effet, nous sommes là en fait dans... alors Nathalie, si je dis des bêtises géologiques, tu me corriges, hein. Mais nous sommes là en fait dans une ancienne vallée glaciaire. Et ce quartier, en fait, ce sont d'anciennes moraines qui continue à bouger et qui risque de bouger encore plus avec l'évolution du changement, du climat. Et donc, en fait, si ce quartier a été construit, et en particulièrement beaucoup urbanisé dans les années 80, c'est parce qu'il y a eu des formes d'amnésie institutionnelle de ces glissements de terrain qui a autorisé une urbanisation. Or, cette urbanisation avec notamment tout un jeu de circulation d'eau, a contribué à une aggravation anthropique de ce glissement de terrain et qu'aujourd'hui, la réponse à ce glissement de terrain est une gestion techniciste, c'est-à-dire que très vite, la municipalité est allée chercher des ingénieurs d'État qui ont proposé des solutions techniques, mais c'est aussi très rapidement poser la question de la responsabilité juridique. Okay. Et si en fait la municipalité a refusé qu'on organise des groupes de discussion, c'est qu'elle avait peur d'être accusée, d'être responsable juridiquement
en fait, de cette mise en péril des habitants, puisque c'est la mairie qui avait autorisé l'urbanisation. Alors, j'ai absolument pas regardé mon temps de parole. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je continue à avancer. N'hésitez pas à me faire un petit message pour me dire ce qu'il en est. Je suis désolée. Donc, le second terrain, c'est le Guillestre Queyras. Donc, vous avez sur la carte ici la Guillestre qui apparaît. Donc, le Guillestre Queyras, vous avez donc les gorges du Guil. C'est la photo en haut à droite. Donc, des gorges très étroites avec beaucoup de tunnels et des phénomènes gravitaires. Et puis surtout, vous avez plus haut, là c'est la photo du milieu, eu un gros glissement de terrain qui a obstrué une partie de la route qui aujourd'hui est donc en train d'être remplacée. Alors ce qui nous a beaucoup intéressé en choisissant cet itinéraire de route, c'est qu'on a sur la partie des gorges du Guil, en fait des glissements de terrain et des chutes de blocs très réguliers, mais qui font partie du quotidien des usagers. Okay. Tandis que sur le secteur du Pas de l'Ours, on a eu un événement qui était exceptionnel, mais qui a bloqué la route. Donc, on voulait mettre en regard, en fait, dans le rapport au risque, ce côté à la fois ordinaire, mais régulier, et exceptionnel et spectaculaire, mais qui n'a duré qu'un temps. Alors, ce que l'on a fait dans le cadre de ce terrain, c'est que comme on était en période de confinement, on a beaucoup mis l'accès sur la cartographie. Donc là, sur la diapo que vous avez sous les yeux, la grande carte, c'est en fait les informations qu'on a recueillies grâce aux autorités, aux experts locaux, où on a un petit peu une liste des événements, des chutes de blocs, des glissements de terrain sur la route. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons, et ce sont vous avez deux exemples sur les petites cartes à droite, nous avons en fait demandé aux personnes interrogées par téléphone ou par visioconférence qu'elles renseignent un fond de carte pour nous dire là où elles ont vu des phénomènes, des glissements de terrain. On leur a aussi, par exemple, demandé une carte dans laquelle ils exprimaient les endroits où ils se sentaient le plus en sécurité ou le moins en sécurité sur cette route. Et nous leur avons ensuite demandé de commenter et d'expliquer leurs réponses. Donc, pour résumer quelques éléments forts de cette enquête sur ce territoire-là, on va retrouver aussi une forte confiance en la technique sur ce territoire-là, qui fait que, et surtout cette confiance, elle est marquée chez les usagers, jeunes ou dans la force de l'âge. Okay, les personnes plus âgées de la région seront peut-être un peu plus prudentes par rapport à une confiance totale en la technique. Et avec l'idée qu'on retrouve sur les cartes, quand l'usager identifie une zone où il y a des travaux qui ont été réalisés pour maintenir les falaises ou les glissements, elles se sentent vraiment en sécurité à ces endroits-là. Okay. Concernant l'information sur les événements, on s'est rendu compte, et là ça fait vraiment écho à la présentation précédente, que les réseaux sociaux sont vraiment beaucoup utilisés, et en particulier Facebook. Vous avez un exemple de publication sur Facebook, et en fait, les usagers réguliers de cette route ont créé un groupe dans lequel ils se tiennent au courant en direct de la situation, postent des photos comme vous voyez ici. Par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est vraiment un groupe qui est utilisé par les usagers locaux. Okay. Inversement, les touristes vont plutôt utiliser les sources d'informations officielles, et notamment parfois même juste voir les panneaux d'affichage qu'il y a au début de la route sans savoir en amont les risques qu'ils peuvent rencontrer sur cette route-là. Okay. Alors, du coup, cette forte utilisation préexistante des réseaux sociaux
C'est elle qui nous a amené à opter pour une concertation à distance via Facebook plutôt que par les autres réseaux sociaux. Et c'est aussi une piste, je pense, qu'on a vraiment d'ores et déjà identifiée pour la dernière phase qu'on n'a pas encore commencée, qui va être la formulation de préconisations communicationnelles. Okay, c'est-à-dire, au lieu de mettre en concurrence une communication institutionnelle et ces initiatives spontanées des populations, plutôt trouver des stratégies de coopération entre ces formes de communication sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, se pose la question avec les réseaux sociaux des inégalités d'accès aux réseaux sociaux, soit pour des raisons socio-économiques et démographiques, typiquement une personne âgée, pauvre et isolée, soit pour des raisons techniques, c'est-à-dire de zones blanches, c'est-à-dire qu'on a certains coins de ces régions qui ont un faible réseau téléphonique. Alors c'est vrai, il faudra vraiment le prendre en compte, mais nous avons aussi sur le terrain aussi des bonnes surprises, c'est-à-dire on a par exemple vu des personnes âgées complètement geeks et des personnes de plus de 90 ans, voire 90 ans, qui ont Facebook et qui sont constamment sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et on a quand même des espoirs par rapport à ces outils-là. Par contre, ce que l'on a pu identifier sur ce territoire-là, c'est le rôle de l'identité territoriale et avec un sentiment de fierté. Et par exemple, les personnes qui utilisent très régulièrement cette route, à la fois expriment une peur vis-à-vis de ces chutes de blocs, mais à la fois expriment une fierté, notamment se distinguant des touristes en disant « nous, on n'a pas peur, nous, on a l'habitude de conduire sur cette route, quelle que soit la météo et quelle que soit la saison ». Mais parfois, cette fierté est un peu plus forte que la peur et peut donner un peu trop d'assurance à certains usagers. Donc du coup, je vous disais que là, les étapes suivantes qu'on va mettre en œuvre dès vendredi pour partie, ça va être d'adapter nos focus group au contexte politique d'Embrun et au contexte sanitaire général. Donc pour Embrun, nous allons quand même essayer de refaire une tentative auprès de la municipalité parce qu'en fait, la municipalité a refusé qu'on organise un focus group, mais a accepté qu'on présente les résultats de l'enquête par entretien à huis clos. Et en fait, on leur a fait une présentation qui a vraiment cherché à ne pas être polémique et qui les a rassurés. Et notamment, on leur a montré que nous, on n'était pas là pour faire des scoops journalistiques à sensation, mais pour formuler des connaissances posées et neutres. Donc, on va quand même refaire une tentative de focus group à Embrun. Et concernant le Guies 3 Kera, donc nous avons fait le choix d'avoir 2 focus group. Un focus group avec les acteurs institutionnels qui était programmé pour décembre et qu'on va maintenir, que l'on fera peut-être en présentiel, mais très certainement en distanciel avec Zoom. Et pour la population, nous allons en fait avoir des alternatives avec des forums en ligne et des mini-focus group. Et nous allons faire une tentative, et alors c'est dommage que l'intervenant précédent soit parti, j'espère qu'il reviendra, parce qu'on va faire une tentative, on n'a jamais essayé techniquement, c'est qu'on va faire en fait des vidéos, et notamment pour la route, on va rouler sur la route, et on va prendre des vidéos pendant qu'on roule sur la route, et ensuite on voudrait utiliser ces vidéos pour faire réagir les gens, pour que ces personnes nous commentent les vidéos, pour nous commenter les endroits par lesquels on passe, pour nous dire là où ils ont déjà vu des événements de glissement de terrain, de chute de blocs, là où ils ont déjà eu peur, là où ils se sentent rassurés, etc. etc. Okay. Et donc voilà, on va essayer de faire ça. Et si parmi vous, vous avez déjà des expériences que ça soit sur l'organisation d'un focus group ou sur la production d'un tel support numérique utilisant ce type d'outils-là, je suis vraiment à l'écoute de vos partages d'expérience et de vos conseils. Je vous remercie pour votre attention.